On n'est pas parti avec 2 sacs à dos, une bouteille d'eau et un bout de pain en disant on espère que ça va bien se passer. On avait quand même pas mal de filets de sécurité qu'on a mis en place. Alors Pattaya, moi j'avais une mauvaise image de cette ville, mais on nous avait parlé de Jomtien, qui était la partie sud de Pattaya, qui était a priori une zone un peu plus expat, un peu moins basée sur ce tourisme bas de gamme, sexuel. Alors on avait pris une location pour 1 mois. On y a passé 5 jours. Moi je trouve que la ville est hideuse. Moi je trouve que le tourisme est effectivement très bas de gamme. Je trouve que ça sointe un peu le malsain. Si tu n'as rien fait encore ici, c'est-à-dire que tu n'as pas acheté de maison, pas d'appartement, que tu n'as pas pris un bail long terme, tout ça, va-t'en. Fuis. Les expats qui sont là, il y en a beaucoup, c'est des anciens taulards ou des anciens dealers qui viennent se réinventer loin de l'Europe. Peut-être moins de monde, peut-être moins de bars avec la musique forte, avec des mecs bourrés, avec des go-go bars ou des trucs comme ça. Après, c'est une histoire de vibes. On le sent ou on le sent pas. Alors salut Olivier, comment tu vas? Salut William, écoute très bien. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Avec grand plaisir. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Dis-moi Olivier, tu es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors on est en Thaïlande depuis 1 mois et demi. Ok. 1 mois et demi, on est venu en famille. Donc moi j'ai 2 enfants, une fille de 1 an et demi et un fils de 3 ans et ma femme. Et pour quelle raison alors la Thaïlande? Alors pourquoi en Thaïlande? Alors pour déjà la Thaïlande en soi, pour le climat, pour les Thaïlandais, pour la nourriture, pour l'exotisme. Et aussi en parallèle pour s'éloigner le plus possible de l'Europe. D'accord. Puisqu'on n'est plus du tout en accord avec ce qui peut se passer. Plus en phase. Ah, plus du tout, plus du tout. Ça fait déjà pas mal d'années qu'on ne l'est plus. Le mouvement s'accélère, les choses se dégradent. On a la possibilité professionnellement de travailler où on veut dans le monde. On a des enfants qui sont encore très jeunes, donc très adaptables, autant en termes de langue qu'en termes d'environnement. Même les amitiés qu'ils ont, ils se les refont en 2 jours. C'est beaucoup plus simple avec des enfants de 2 ans, 3 ans plutôt qu'avec des adolescents de 15 ans. Et donc voilà, on a eu l'opportunité, on s'est créé l'opportunité de partir. Et donc nous voilà ici. Et pourquoi alors vous êtes plus en phase avec l'Europe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, t'as 2 heures. Sujet sensible? Non, alors sujet sensible non, parce que moi je crie pas ce que je pense sous tous les toits, mais si on me pose la question, je réponds honnêtement. Je pense que, alors on parle de l'Europe parce que je pense que les décisions sont prises de manière globale à Bruxelles et ensuite sont mises en place par tous les pays. Alors ça a d'abord commencé par la France et malheureusement l'Espagne depuis quelques années applique ces mêmes lois. On pourrait que Parce qu'avant la Thaïlande, vous viviez en Espagne, c'est ça? Ouais, 18 ans en Espagne. D'accord. Qu'on pourrait clairement appeler des lois à la con. Je pense que sur une partie professionnelle, entreprise, on ne pousse pas du tout à la performance, que ce soit les impôts, que ce soit pour moi l'excès d'aide qui ne pousse pas les gens à se dépasser, à prendre des risques. Je pense que les banques ne font pas non plus leur job puisqu'elles sont beaucoup trop frileuses et que c'est vrai que quand on est trop frileux dans le business, on ne fait jamais rien. Et puis après, il y a toute une partie sociétale qui est, je pense que l'Europe fait le mauvais choix que de décider d'accueillir à peu près la terre entière. Surtout une immigration non choisie et non qualifiée. Et d'ailleurs, il y a plein de pays dans le monde qui font exactement le contraire. Regarde, nous, on est en Thaïlande. La question du visa, donc qui est en fait l'acceptation d'entrer dans le pays, de rester dans le pays. Absolument. Est-ce que la Thaïlande nous accepte? Elle nous accepte, oui. Mais sous certaines conditions. Ah, mais on voit que les conditions... Il faut monter patte blanche, il faut être... Et c'est pas n'importe qui peut venir... Absolument. Il faut être sérieux, il faut être constant, il faut prouver que ce qu'on dit c'est vrai, donc les revenus, Et une fois qu'on est accepté malgré tous ces critères, il n'y a évidemment aucune aide sociale pour nous. C'est-à-dire là on voit bien la différence, c'est-à-dire que par exemple ici, pour rentrer, c'est très compliqué et une fois qu'on est rentré, personne ne nous doit rien. Et je pense que l'Europe fait exactement le contraire, elle accepte absolument tout le monde et que même quand ces gens-là rentrent en mettant un coup de pied dans la porte, c'est-à-dire de manière illégale,
En plus, derrière, ils ont le droit à pas mal d'aide. Et moi, je peux comprendre que ça crée une certaine frustration entre les gens qui travaillent tous les jours, 10 heures par jour, pour essayer de gagner un petit peu d'argent, d'élever leur famille, d'élever leur train de vie, et qui se rendent compte que finalement, des gens qui ne font absolument rien et qui n'ont rien à faire ici, ont globalement à peu près les mêmes revenus. Moi, je peux comprendre que ça crée une défiance, en fait. Et je pense que l'avenir de l'Europe est plutôt morose. Et c'est aussi pour ça que nous, on a décidé de s'éloigner physiquement, géographiquement. C'est que je pense que l'Europe va régler ses problèmes de manière pas forcément pacifique. Parce que je pense qu'à force de pousser les gens à bout, que ça soit financièrement, que ça soit en termes de qualité de vie, que ça soit en ne leur assurant plus aucune sécurité, ni à eux, ni à leurs enfants, ni à leur famille, je pense qu'à un moment, même des gens bons à la base, qui ont été bien élevés, à un moment, il y a un côté peut-être un peu animal qui ressort et un peu de « ça fait trop longtemps qu'on se fout de ma gueule, maintenant je vais régler les choses à ma manière » et je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Et moi j'ai une famille, donc j'ai pas du tout envie d'être au milieu du champ de bataille. Donc c'est aussi pour ça que géographiquement on prend de la distance parce que on pense qu'incessamment sous peu ça risque de dégénérer. Et d'ailleurs on le voit, je sais pas si tu regardes le foot, Oui, on a tous vu ce qui s'est passé il y a une semaine au PSG. Alors en plus ils ont gagné, donc c'est complètement incompréhensible. Après en fait c'est toutes les raisons sont bonnes pour foutre le bordel, en fait, c'est ça. Alors il y a ça, mais moi ce que je trouve incroyable, c'est qu'il n'y ait pas une force en face qui est de dire mais vous voulez venir casser, venez. On est fort, on est plus nombreux et on a les lois aussi, parce qu'il y a aussi une histoire de loi. Voilà tout ça. Et puis malheureusement hier, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une prof de 34 ans qui s'est fait poignarder. Non, j'ai pas vu. Malheureusement, ça devient. Par un de ses élèves de 14 ans, parce qu'elle a voulu checker ce qu'il avait dans son sac. D'accord. Donc. Mais malheureusement, en fait, c'est ça, c'est que ça devient banal. En fait, tu vois, là, tu viens de me le dire, ça me choque même pas. En fait, ça devient quasiment journalier. Pour moi, tu vois, c'est le début de la fin, ça. Tu vois, quand ça choque clairement. plus ce genre de truc, parce que la dame qui s'est fait poignarder à mort hier, elle avait 34 ans, elle était mère d'une. 4 enfants, je crois. Non, mère d'une fille de 4 ans. Ah, voilà. Donc ça veut dire que son mari, tu vois, il la voit partir au boulot le matin, elle n'est pas militaire, elle travaille pas au GIGN, elle est prof. Et elle revient pas. Il y a une petite fille de 4 ans qui maintenant n'a plus de maman. Bon voilà. Moi je suis désolé pour la France, je suis désolé pour l'Europe. Malheureusement, c'est pas nous qui prenons les décisions. Si c'était nous, tu vois, on pourrait dire on va essayer ça, mais bon, c'est pas nous qui les prenons. Donc finalement là, le seul recours qu'on a pour protéger notre qualité de vie et notre famille, en fait c'est l'éloignement. Après moi l'éloignement je le vois pas du tout comme être chassé. Parce que je trouve qu'ici c'est génial, on est super bien accueillis, on a une super qualité de vie et que franchement, nous en Espagne, on était dans le sud de l'Espagne, on avait une qualité de vie qui était très très bonne. Ouais, c'est plutôt sympa quand même l'Espagne. Ouais, mais ici elle est tout aussi bonne, tu vois. C'est pas comme si par exemple on fuyait l'Europe pour terminer en Afghanistan, tu vois. Où là on dirait, on a vraiment eu l'impression de perdre au change. Là nous ici on est très très heureux. Et d'ailleurs on est là depuis 1 mois et demi. On faisait un test, tu vois, on avait d'autres destinations pour si jamais la Thaïlande ça ne nous plaît pas. Ça fait quelques jours qu'on a enclenché pour avoir le visa 5 ans et qu'on se dit on va faire minimum 5 ans ici et puis why not, tu vois, c'est que très rapidement on a senti qu'ici on avait des choses à faire pour moi, professionnellement. Vous êtes senti à votre aise. Voilà, exactement. Donc finalement, c'est pas un déracinement, après le monde évolue et je pense que il faut prendre ses décisions en fonction d'événements qui se passent dans le monde sur lesquels on n'a pas du tout la main et je pense qu'ils ne font pas se confronter. Tout ce qui s'est passé, des gilets jaunes et tout ça, moi je comprends je comprends les revendications. Mais les gars, faire des manifestations le samedi après-midi entre copains, à faire griller des merguez sur le rond-point, sur machin, ça n'a jamais fait changer les lois, ça n'a jamais rien changé en fait. Donc soit tu restes dans un pays parce que l'environnement te plaît, économique et les lois te plaisent, soit tu t'en vas, ou alors tu es président de la République et tu fais le nécessaire pour l'être et tu changes les lois toi-même. Mais bon, là on est encore sur une autre dimension, tu vois. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit sympathique. Tu m'as donné un rendez-vous ici au Marriott de Hua Hin. Ouais. Tu connais bien l'endroit, tu me disais, tu viens de temps en temps avec ta famille. Ouais, en famille, nous on vient bruncher. On vient bruncher, c'est très sympa, c'est relativement bon marché. Le brunch est magnifique. La nourriture, le service, voilà. Et puis après, y a plein de, comme tu disais, il y a plein d'installations, sympas, des piscines, notamment des jeux pour les enfants. Moi, j'ai des enfants en bas âge, donc
c'est toujours bien qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Donc ouais, c'est un endroit qu'on aime bien, puis c'est à 10 minutes de là où on vit. Donc, voilà, en plus c'est en bord de mer, hein, la mer elle est au bout là-bas, on la voit pas parce que c'est assez grand. Donc tu me disais que vous aviez fait une demande de visa, donc si je comprends bien c'est le DTV, c'est ça? Ouais, c'est ça, DTV Soft Power 5 ans. Petite parenthèse d'ailleurs justement les amis, si vous souhaitez faire tous les visas pour la Thaïlande, ainsi que le DTV comme Olivier, et également le visa Schengen, si un jour vous avez une petite copine thaïlandaise et que vous souhaitez la ramener en France, je vous mets le lien en description de vidéo. Explique-nous un petit peu comment que ça s'est passé, d'où vous est venue l'envie de prendre ce visa et pourquoi? Alors en fait, un peu comme tout le monde, on nous avait prévenu, hein. C'est vrai que l'obtention du visa en Thaïlande longue durée, c'est quand même, c'est pas une galère, mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Donc comme tout le monde, on s'est renseigné sur internet en interrogeant des entreprises qui sont spécialisées pour la gestion des visas. On nous expliquait le visa étudiant mais qui se renouvelle tous les ans et puis c'est peut-être pas sûr qu'il va être renouvelé. Et donc, nous, vu qu'on est quand même dans une logique de famille avec des enfants qui vont à l'école, on a besoin d'une certaine stabilité. Et puis même, c'est quelque chose qu'on veut. On veut pas avoir des CDD de 1 an ou de 6 mois. Ça ne nous convient pas. On a été pris en main assez rapidement. Bonne communication, rapide, par WhatsApp. On a exposé notre situation. Ils nous ont expliqué clairement quelles étaient les meilleures solutions pour nous. En l'occurrence, donc DTV, Soft Power. On part sur 5 ans. Alors bon, la petite chose à prendre en compte, c'est que c'est un visa qui se demande à l'extérieur de la Thaïlande. Donc nous, on est déjà rentré en Thaïlande avec un visa touristique, donc on va devoir passer quelques temps à l'extérieur de la Thaïlande. Alors nous, en l'occurrence, ça sera le Vietnam, puisque c'est juste à côté, et puis ça permettra de faire un petit séjour découverte avec les enfants. Et puis une fois qu'on a l'obtention du visa 5 ans, je crois que la seule obligation, c'est de sortir du pays une fois tous les 6 mois. Mais ça, tous les 180 jours, ouais. Tous les 180 jours, voilà. Mais ça peut être un voyage d'un week-end. Donc, et puis étant donné que nous, en Thaïlande, il y a pas mal de pays autour qui nous intéressent. Le visa étudiant, c'est une galère parce qu'en fait, il faut renouveler tous les ans, chaque année et sans garantie qu'effectivement ça va être renouvelé. Donc voilà. Et là, le grand avantage, c'est que pendant 5 ans, on est sûr de pouvoir rester. Par contre, le petit critère, c'est simplement que tous les 6 mois, il faut sortir les mêmes 2 heures du pays, quoi. Donc finalement, en pesant le pour et le contre dans la balance, on a préféré cette solution, quoi, devoir sortir du pays tous les 6 mois pour des petits trajets, quoi. Et puis après, bon, peut-être qu'on retournera en Europe aussi une fois de temps en temps. Donc il suffit de faire coïncider les dates et puis voilà, quoi. Question d'organisation. Absolument. Ok, et alors donc tu me disais, ça c'est intéressant, tu me disais que tu es venu avec ta famille vivre en Thaïlande, donc avec ta femme et tes 2 enfants qui sont en bas âge. Nous on les met à la crèche, crèche-garderie, crèche, oui. Ok. Mais ils y allaient déjà quand on était en Espagne en fait. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment que ça se passe les crèches en Thaïlande? Alors nous en fait, nous on est sur une crèche privée. Donc en fait, c'est une relation vers une entreprise en fait. Parce que j'imagine qu'il y a aussi peut-être des crèches publiques, mais là dans ce cas-là, il faut peut-être prouver qu'on habite à Hua Hin avec un contrat. Bon, ça on n'a pas touché. En fait, il suffit de chercher des crèches sur internet, il y en a quand même pas mal. D'y aller, de voir, il y a différents standings, il y a différentes crèches en fonction des langues aussi. Nous on voulait que ça parle anglais, puisque donc, les enfants parlent français et espagnol déjà, donc on voulait rajouter l'anglais. On y va, on regarde, et puis il y en a qui nous plaisent, il y en a qui nous plaisent pas, et puis celles qui nous plaisent, on se met d'accord sur le prix, et puis ensuite on paye la prestation au mois ou à l'année. Et niveau prix, alors est-ce qu'on peut savoir un petit peu? Oui, bien sûr, oui, pourquoi pas. Alors nous on a pris une crèche qui est vraiment très bien, c'est des profs internationaux, des Anglais, des Américains, ils sont dans une crèche. Alors le cadre pour moi est je pense que toutes les crèches du monde devraient ressembler à ça. C'est en plein milieu de la pampa, entre les champs d'ananas et les cocotiers. Il y a de l'espace, il y a des terrains de foot, il y a des animaux, il y a des jeux pour enfants. Enfin voilà, c'est très grand, très vert. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, donc voilà, ça. Il y a vraiment, je pense que tout est fait pour l'épanouissement, des enfants. En gros, donc pour mes 2 enfants et donc pour le full day, donc c'est de 8h30 jusqu'à 15h.
Ça coûte environ 350 € par enfant. J'ai aucun problème pour parler prix parce que de temps en temps on dit ça me paraît pas cher et puis pour certains ils vont me dire bah ouais mais moi ça représente 2/3 de ma retraite. Alors, bon, alors effectivement ça dépend aussi de tes revenus. Bon, après en général quand tu as la retraite tu as moins de chances d'avoir des enfants en bas âge et de les mettre à la crèche. Ça effectivement ou alors je sais pas tu vois des gens qui gagnent le SMIC en France ou qui sont auto-entrepreneurs ou qui travaillent sur le web et qui gagnent 1200 €, bah, s'ils ont 2 enfants, quand tu gagnes 1200 €, mettre 700 € dans la crèche, il ne reste pas grand-chose pour le budget. C'est pas possible. Et dans ces 700 € pour les 2 enfants par mois, y compris la nourriture du midi et des petits snacks à droite à gauche. Les petits snacks, c'est des fruits. Et la nourriture du midi, en fait, il y a un café à côté qui a un potager bio. Et donc c'est des fruits, des légumes bio qui sont cuisinés sur place et qui sont amenés tous les jours aux enfants. Donc on peut dire nourriture de qualité. Tu vois. Ouais. Donc, nourriture saine. Voilà, nourriture saine, environnement sain. Exactement. Moi c'est parce qu'on a vu d'autres crèches, effectivement beaucoup moins chères. Où on a un peu l'impression que c'est un abattage, où le toit c'est de la tôle ondulée, tu sais, il fait 45 degrés à 9h du mat, tu as l'impression que c'est un élevage de poules, tu vois, plus qu'une garderie pour enfants. Donc voilà, non, vraiment, nous on est enchantés par cette école, par cette garderie, et nos enfants y vont depuis peu de temps, puisque ça fait environ une quinzaine de jours, et quand on va les chercher, alors ils sont contents de nous voir, mais si on n'était pas venu et qu'on était arrivé 2 heures plus tard, il n'y aurait pas eu de drame. Et le matin, quand on les dépose, ça pleure pas, tu vois. Donc c'est quand même un signe que. Ouais, c'est important qu'ils s'y sentent bien. Absolument, c'est un signe. Et puis nous à côté, alors c'est pas la majorité, mais il y a 2-3 enfants qui parlent français. Donc ça nous permet nous aussi de rencontrer des gens qui ont à peu près un peu, alors pas forcément des Français ou des franco-espagnols, mais au moins des francophones. Donc il y a des Belges, il y a des Suisses. Ça permet aussi pour nous de faire des rencontres entre parents. Ils sont un petit peu dans la même situation. Absolument, on a globalement tous le même profil, pas les mêmes activités professionnelles parce que ça c'est un spectre qui est très large. Mais c'est marrant, c'est qu'on est tous à peu près là pour les mêmes raisons. D'accord. C'est marrant. Et alors pour le futur, est-ce que vous vous êtes renseigné un petit peu au niveau des écoles? Parce que j'imagine que d'ici quelques années, ils vont aller à l'école. Ouais. Bah alors là en fait même topo que pour les crèches, tout dépend du style d'école que tu veux mettre, enfin dans lesquelles tu veux les mettre, c'est-à-dire que si tu veux une école américaine ou l'école australienne un peu à la Harvard, bon bah là tu es dans des prix où en gros il faut compter entre 1000 et 1500 € par enfant et par mois, mais là c'est une éducation élitiste. Nous après on n'a pas vocation à en faire des diplomates ou à en faire des hommes politiques, donc moi je pense que l'éducation c'est important. Toute proportion gardée, ça ne sert à rien non plus de mettre une pression énorme sur l'éducation. Je pense que c'est bien de bien parler, plusieurs langues notamment, de compter, d'être bien élevé. Il n'y a pas que l'école dans la vie, il y a aussi l'expérience, il y a aussi pas mal de choses. Donc je pense qu'on ne visera pas ce genre d'école, mais plus par philosophie en fait. J'ai pas envie forcément que mes gamins soient 10 heures par jour à être les meilleurs, pour la rentabilité, pour tout ça. Je pense qu'on les mettra plus dans des écoles peut-être feeling good, mais quand même avec un certain standing, comme par exemple la garderie dans lesquelles on les a mis actuellement, quoi. Donc là, en gros, c'est des écoles internationales où tous les profs viennent un petit peu partout dans le monde. Les élèves, c'est pareil, hein, les élèves, c'est une pub Benetton, hein, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a la même nationalité, la même couleur, la même religion. Moi, je trouve que ça, c'est très important. C'est bien. Ouais, c'est super. Là, moi, ma fille, ma fille est née en Espagne, donc franco-espagnole, donc de langue français et espagnol. Elle est avec une petite israélienne, elle est avec un français, moi, je trouve ça bien d'inculquer ça depuis le début que le monde, c'est différentes religions, c'est différentes langues, je pense que c'est important dans le développement. Ça aide à avoir une ouverture d'esprit pour plus tard. Et de se rendre compte rapidement que, en fait, ici, on fait les choses comme ça parce qu'on a été élevé, puis parce que ça nous paraît être la bonne solution. Mais il y a des gens qui ont aussi la bonne solution à leur manière, à l'autre bout du monde, et qu'il y a différentes cultures et qu'il y a différentes. Voilà, moi je trouve que c'est un point important. Donc voilà, si on vise une bonne école internationale, mais sans prendre non plus l'élite, le top du top, c'est quelque chose qui coûtera entre 700 et 800 € par mois et par enfant.
Okay. Mais après voilà, dans ces écoles-là, il y a l'éducation, mais il y a aussi tout ce qui est les activités, il y a tout ça, il y a aussi les fournitures. Ouais, voilà, les uniformes. Les uniformes, voilà. Les uniformes, ça je trouve ça bien. L'uniforme à l'école, ouais, moi aussi je trouve ça très bien. Ça donne un cadre, Voilà, ça donne exactement. une rigidité pas trop rigide. Et puis ça met tout le monde sur le piédestal. Enfin voilà. Donc alors c'est sûr, mais ça c'est un peu le même débat qu'avec la santé. Il y a des gens qui diront bah oui, mais donc 2 enfants ça fait 1500 € par mois, il faut avoir les moyens de le faire. Alors oui, effectivement, il n'y a pas de secret de polichinelle, il faut avoir les moyens pour faire ce genre de choses. Et beaucoup diront, par exemple en France, mais en Europe de manière générale, l'éducation est gratuite. Alors oui, l'éducation est gratuite, mais moi je trouve qu'elle est particulièrement mauvaise. Est-ce que vous arrivez à vous intégrer et pourquoi êtes-vous arrivé à Hue? Alors nous en fait on n'est pas arrivé directement à Hue, on arrive à Bangkok. La première, alors en fait on voulait voir différentes villes qui pouvaient correspondre à ce qu'on souhaitait. C'est juste pour remettre les choses dans le contexte, c'est votre toute première fois en Thaïlande ou vous étiez déjà venu en Thaïlande? Non, c'est votre toute première fois. C'est notre toute première fois. D'accord. Alors en fait, vous avez fait le grand saut d'un coup. Alors en fait, à la base, c'était pas prévu comme ça. C'est que, alors donc nous on habitait dans le sud de l'Espagne et en fait on avait prévu donc de venir là à cette période-là pour faire un tour de la Thaïlande, voir les différentes villes qui nous intéressaient, de prendre une décision, de revenir en Europe pour passer l'été en Europe et ensuite en septembre-octobre de retourner en Asie dans la ville qu'on avait choisie. Il se trouve que ma femme déteste l'avion et que c'est vrai que Madrid, Dubaï, la Thaïlande, c'est beaucoup d'heures d'avion, encore plus quand on a des enfants qui sont jeunes. Donc elle a préféré dire allez on y va. On partait avec des bonnes cartes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème de santé, on a business en Europe qui nous permettent de ne pas être à la rue financièrement. Donc si jamais il y a des contretemps ou s'il y a des surcoûts, on est capable de les assumer. Donc on est parti aussi dans une logique bon père de famille. On n'est pas parti avec 2 sacs à dos, une bouteille d'eau et un bout de pain en disant on espère que ça va bien se passer. On avait quand même pas mal de filets de sécurité qu'on a mis en place. Et donc en fait on avait plusieurs villes, en l'occurrence on avait Pattaya, Jomtien. Alors Pattaya, moi j'avais une mauvaise image de cette ville, mais tout simplement relayée par les reportages. Et puis, mais on nous avait parlé de Jomtien qui était la partie sud de Pattaya, qui était a priori une zone un peu plus expat, un peu moins basée sur ce tourisme bas de gamme, sexuel, fêtard, qui nous correspond un peu moins maintenant forcément. Alors on avait pris une location pour 1 mois. On y a passé 5 jours. D'accord. Donc en fait, vous avez abrégé le séjour. Total. Donc en fait, on est arrivé à Bangkok, on a directement été à Jomtien. Alors c'est mon avis propre, hein, on est là pour dire ce qu'on pense. Moi je trouve que la ville est hideuse. Moi je trouve que le tourisme est effectivement très bas de gamme. Je trouve que ça sointe un peu le malsain. Alors nous, à titre personnel, ma femme et moi, on n'aime pas du tout ce genre d'ambiance. On a des enfants, donc ouais, c'est pas le type recherché. Double dose, pas du tout. Et c'est marrant, c'est que parmi nos 5 jours, un soir, on a été dîner dans un restaurant près de la plage. La table d'à côté, c'était des Français. Enfin, lui était français et sa femme était russe, mais parlait très bien français. Et donc, on parlait un peu expatriation. Et lui, il était là depuis quelques années. Et donc, je lui disais, alors, qu'est-ce que tu nous recommandes? Est-ce que tu es content d'être là? Il m'a dit, écoute, là, on a bientôt fini de manger, donc on parle 10 minutes, mais je te fais la conclusion avant le développement que je vais te faire. Si tu n'as rien fait encore ici, c'est-à-dire que tu n'as pas acheté de maison, pas d'appartement, que tu n'as pas pris un bail long terme, tout ça, va-t'en. Fuis. Ouais. Il m'a dit, c'est nul. Il m'a dit, c'est nul. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il me dit, bon, voilà, effectivement, c'est pas très joli, c'est très bas de gamme. Les expats qui sont là, il y en a beaucoup, c'est des anciens taulards ou des anciens dealers qui viennent se réinventer loin de l'Europe. Enfin bon, voilà, moi, c'est tout ce que je voulais pas entendre, en fait. Donc bon, je vais quand même remercier de m'avoir donné ces informations, mais disons que ça a bien confirmé le petit goût en bouche qu'on avait depuis 2-3 jours, évidemment. Donc en fait, la deuxième ville était Hue Hin. Donc finalement, on avait pris 1 mois. Au bout d'une semaine, on a rendu l'appartement et on est parti à Hue Hin. On est venu. Et là, immédiatement, dès le premier jour, on a senti quelque chose de plus amical pour nous. Peut-être moins de monde, peut-être moins de bars avec la musique forte, avec des mecs bourrés, avec des go-go bars ou des trucs comme ça. Donc on a senti que c'était plus adapté à nous et puis
on a cherché des... Ah oui, aussi la grande différence, c'est que nous, on souhaitait vivre dans une maison. Par exemple, à Pattaya, Jomtien, il n'y a que des appartements. Ou alors sinon il faut vraiment s'éloigner. Il faut vraiment s'écarter. Ouais, alors qu'ici, en fait, le gros de l'offre, c'est quand même des villas en fait. Ouais. Donc voilà, donc on est arrivé dans un endroit où on a trouvé plein d'endroits hyper sympas. Il y a des centres commerciaux, il y a des écoles, il y a des hôpitaux qui sont très reconnus. Il y a même des gens qui viennent en Thaïlande spécialement pour la santé. On a senti, après, c'est une histoire de vibes. On le sent ou on ne le sent pas. Et là, on l'a bien senti, donc on a renouvelé, on avait pris des Airbnb d'une semaine, donc on a renouvelé 2-3 fois pour changer de quartier, pour voir un petit peu. Et puis, voilà, au bout du 3e Airbnb, on a dit ok, on se sent bien ici. Donc là, on a fait une visite, enfin on a fait plusieurs visites, on a choisi une maison, on a pris une location longue durée, donc de 1 an, renouvelable. Ouais, c'est une villa. Une villa. Ouais, une villa. Je peux savoir un petit peu ce que c'est. Est-ce que c'est une pool villa ou juste une villa classique sans piscine? Non, c'est une belle villa avec 3 chambres, 2 salles de bain, une belle piscine, une grande piscine avec de l'eau de mer, dans une, tu sais, les résidences privées un peu à l'américaine, c'est-à-dire tu peux rentrer. Dans les villages, on appelle ça ici. Voilà, c'est ça. Tu as des gardes à tous les coins qui vérifient que la plaque d'immatriculation correspond bien, que tu habites là et tout. Donc, alors je suis pas sûr qu'il y en ait besoin vu le niveau de criminalité ici, mais c'est toujours agréable de savoir qu'il y a des gens qui sont là et que. Et d'ailleurs, à mon avis, ils font tout sauf la sécurité parce que quand il y a un lézard au milieu de la route, c'est eux qui le chassent. Quand il faut changer une bonbonne de gaz dans une maison, c'est eux qui s'en chargent. Je pense qu'ils font tout sauf la sécurité, mais c'est plus des gens qui sont là, qui participent au bien-être ils vérifient du village. Si tout est carré, s'il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est jamais ce qui peut se passer, on n'est jamais à l'abri de rien. Ouais, exactement. Après, il n'y a pas non plus zéro criminalité en Thaïlande. Ça peut arriver qu'il y ait des vols. Alors c'est très très rare, c'est des cas isolés, surtout dans les villages comme ça sécurisés, mais ça peut arriver, donc voilà. Oui, bien sûr. Et je peux savoir à combien vous payez pour cette belle villa? Oui, alors on paye, alors c'est un contrat à l'année, parce qu'évidemment si tu t'engages, plus tu t'engages sur longtemps, plus tu as éventuellement un levier de négociation. Nous on paye 44 000 bahts par mois, donc qui fait 1 200 €. Alors c'est un peu un package, parce que donc alors la villa, donc 3 chambres, 2 salles de bain, en gros. La villa doit faire environ, en habitable, elle doit faire environ 130 mètres carrés et il doit avoir 300 mètres carrés de jardin, pour qu'on puisse imaginer un peu les volumes. Dans ces 44 000 bahts, donc soit 1 200 €, il y a l'entretien du jardin, l'entretien de la piscine et c'est le traitement contre les nuisibles. Alors après c'est toujours pareil, pour certains ça représentera leur budget pour vivre au mois, pour d'autres ils trouveront ça peu ou machin. Nous on trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, je trouve que c'est un cadre... C'est sûr, 44 000 bahts ça fait à peu près 1 200 €. 1200, ouais, c'est ça. En Espagne ou en France, alors en Espagne je sais pas, mais en France ça va être compliqué de trouver une maison de enfin je vois un petit peu le standing. À ce prix-là, ça va être compliqué, quoi. Alors nous, en Espagne, on était du côté de la Comunidad Valenciana, donc côté Valence, Alicante. Pour une maison de ce type-là, dans un village un peu joli, sécurisé, avec à peu près les mêmes prestations, il faut compter à peu près 3 000 €. Voilà, plus du double, quoi. Donc si on fait un petit peu les comptes entre la crèche, la villa, et puis tout ce qui va avec, vous êtes à peu près à combien de budget mensuel? Alors en charge fixe, on est à environ 2 500 € par mois. Au niveau activité professionnelle, tu es dans quel domaine? Alors moi je suis investisseur, alors d'abord investisseur immobilier, puis après investisseur bourse. Pas du tout trading, pas du tout crypto. Plus des stratégies bon père de famille, alors un petit peu plus lent que les cryptos, mais des choses qui sont viables, qui permettent de bien dormir la nuit et qui donnent des résultats depuis des centaines d'années. Donc voilà, je me partage entre les deux. J'ai un patrimoine immobilier en Espagne, donc j'ai une équipe sur place qui s'occupe de gérer les affaires courantes. Et je m'occupe, moi, c'est la magie d'Internet, on peut gérer ces affaires notamment de bourse un peu partout dans le monde tant qu'on a une connexion internet et un ordinateur. Donc voilà, c'est mes deux principales activités. Et comme je te disais tout à l'heure,
de temps en temps, au gré des rencontres et des profils aussi, parce que je suis pas influenceur finance, je suis pas présent sur les réseaux sociaux, je fais pas de conseils de masse puisque tous les profils sont très différents. Personne n'a le même budget, personne n'a la même rigueur dans la gestion de ses finances, et puis personne n'a le même âge et personne n'a les mêmes objectifs. Donc pour moi, je pense que des vrais conseils, c'est des conseils qui sont donnés de personne à personne, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se comprendre humainement pour ensuite comprendre les besoins financiers de cette personne-là. Donc je fais pas de e-book téléchargeable valable pour tout le monde. Je fais pas de formation. Je fais pas de au gré des rencontres. De temps en temps, je fais un peu de mentorat puisque j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'investissement de manière générale. Donc j'ai une approche consolidée et je sais quels sont les grands leviers d'enrichissement. Je sais aussi que c'est pas la facilité. Je sais que c'est aussi c'est pas le plus sexy puisque ça demande du temps, ça demande de l'engagement, ça demande de la rigueur, des choses qui sont de moins en moins sexy et de moins en moins présents dans le caractère général des gens, mais il y a encore des gens qui se retrouvent dans ces valeurs-là et qui ont du cash à investir, qui ont envie d'arrêter de travailler dans une dizaine d'années, qui ont envie de créer des sources de revenus qui sont d'abord complémentaires de leur source principale, puis après qu'elles viennent remplacer. Donc voilà, de temps en temps je fais du mentorat, mais vraiment pas en quantité industrielle. C'est plus des rencontres humaines, au feeling. Et je pense que quand deux personnes matchent humainement, ensuite on peut rentrer dans l'intimité de la personne, parce qu'en fait les finances c'est aussi de l'intimité, puisque quand on parle argent avec quelqu'un, on sait s'il est marié, on sait s'il a des enfants, on sait dans quoi il dépense son argent, on sait combien il a de côté, on sait combien il peut mettre de côté. Et ça, c'est des informations qui sont quand même relativement intimes. Donc je pense que il faut d'abord se connaître humainement, s'accepter, se tolérer, pour ensuite aller dans le même sens. Donc je le fais une fois de temps en temps. D'accord. Ok. Et tu me disais, s'il y a des personnes qui souhaitent te contacter, je sais pas, même pour faire connaissance ou peu importe, ils pouvaient te contacter sur l'Instagram de ta femme, c'est ça? Alors oui, c'est ça. Alors, comme je disais précédemment, moi je ne suis pas du tout présent sur les réseaux sociaux, ni personnellement, ni professionnellement d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, ma femme documente notre vie, nos voyages, donc les restaurants sympas dans lesquels on a été. Il y a quelques jours, elle a fait justement des stories sur l'école de nos enfants. Donc elle documente notre vie de manière générale. Ces personnes peuvent suivre ma femme et éventuellement, s'ils souhaitent me contacter directement, ils peuvent envoyer un message privé à ma femme qui me relayera ensuite l'information. Je vous le mets en description de vidéo. Dis-moi, Olivier, une dernière petite question. Est-ce que tu as eu des soucis depuis que vous êtes arrivé en Thaïlande? Alors, est-ce qu'on a eu des soucis? Non, franchement non. Alors, de temps en temps, des petites zones d'inconfort, mais qui sont liées simplement au fait qu'on change de pays avec des enfants en bas âge, qu'on passe d'Airbnb en Airbnb. Donc, on ne se sent pas toujours chez soi. Quand on vient d'arriver dans un logement il y a 2 jours et qu'on repart dans 3 jours, c'est toujours, on n'a pas vraiment cette sensation d'être chez soi. C'est plus des petites zones de friction et d'inconfort. Ouais, après, c'est un petit peu normal, le temps de se mettre en place, le temps de trouver un logement définitif, totalement, etc. Ça fait totalement partie du process. Après, non, des problèmes, voire même au contraire. Dès qu'on a eu des questions, des doutes, on a trouvé très facilement des gens, soit qui étaient déjà installés, qui nous ont donné des conseils, qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés. Non, vraiment aucun problème, C'est évidemment, ça participe évidemment à se sentir bien dans cet endroit-là. C'est qu'on n'a pas eu d'embûches majeures ou de problèmes insolvables où on se dit mince, s'il nous arrive ça, on est à l'autre bout du monde, personne ne nous aide, on n'a pas la solution à la réponse, à la question, pardon, on n'a pas la réponse à la question. Non, il y a toujours des solutions. Bien sûr, il y a toujours des solutions. Je pense que les gens, de manière générale, sont quand même de bonnes compositions. Et puis bon, après voilà, il faut aussi être un petit peu
débrouillard. Un petit peu débrouillard, c'est-à-dire que... C'est ce que je dis souvent à mes abonnés. Surtout quand c'est la première fois que vous arrivez en Thaïlande, il faut savoir un petit peu se démerder tout seul, être un petit peu aller de l'avant, ne pas être trop réservé, ne pas avoir peur de demander, d'approcher les gens, de poser des questions, de se renseigner, etc., etc. Ah bah, de toute façon, moi je pense que c'est la condition sine qua non pour que ça se passe bien. C'est-à-dire que là, moi je te dis, on n'a pas eu de problème, mais parce qu'en fait, de nature, de caractère, on parle, on échange, on trouve des solutions. Parce que sinon, pour exactement les mêmes situations, quelqu'un de pas débrouillard, il serait capable de dire, depuis qu'on est là, on n'a eu que des galères. En fait, c'est aussi, ça dépend comment tu vis la vie, comment tu gères les événements qui arrivent. Non, effectivement, je pense que d'être un peu débrouillard, un peu curieux, un peu sociable, c'est la condition sine qua non pour la Thaïlande, mais pour n'importe où dans le monde. Pour l'expatriation en général. Si les gens ont peur de parler aux voisins, la moindre petite vaguelette, ça les fait frémir, ou je pense que... Vaut mieux rester chez soi. Je pense qu'il faut surtout rester en France, parce que je pense qu'effectivement, la France, pour le pays des assistés et de l'assistanat, je pense que ça doit être le meilleur pays au monde. Donc effectivement, pour les gens qui se tournent les pouces et qui ne veulent rien faire et qui veulent que tout leur soit amené sur une assiette avec un sourire, et que je pense qu'effectivement il vaut mieux rester en France. Je pense qu'une grande partie de l'audimat n'est pas du tout comme ça. Donc pour que cette grande partie de l'audimat, en fait non, les choses se passent globalement très bien quand on est de bonne composition, qu'on a envie que ça avance et qu'on gère aussi des affaires communes au jour le jour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser non plus les questions et les problèmes s'accumuler. On a une question, un doute, un problème le lundi, on le résout le lundi ou le mardi, quoi. On ne laisse pas s'accumuler les problèmes. Après, ça me semble être des conseils de base qui devraient être maîtrisés par tout le monde. Et je pense que la majorité des gens vivent comme ça. D'ailleurs, nous, tous les expatriés qu'on a croisés, avec qui on a parlé, ils vivent tous très bien, et ils sont tous très heureux d'être ici. Donc ça veut dire qu'ils gèrent très bien leur vie au jour le jour, et eux aussi ont des problématiques, eux aussi ont des problèmes. Donc voilà, je pense que avec un petit peu de jugeote et un petit peu d'envie, les choses se font très bien, quoi. Du bon sens, ouais. Absolument, du bon sens. Merci beaucoup Olivier pour ton intervention sur ma chaîne, ça m'a fait très plaisir. Avec plaisir, William. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye. Allez, à bientôt. Ciao.